Bonjour et bienvenue au Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire cette semaine, c'est au tour des agriculteurs de Vaudreuil-Soulanges de manifester leur mécontentement. À Percé, lancement d'une biographie sur Louis Bérubé, fondateur des premières coopératives de pêcheurs. À Montjoly, après les travailleurs de rue et les travailleurs de rang, on compte maintenant sur les travailleurs de milieu pour œuvrer auprès des personnes âgées. À Deschambault-Grondines, une serre pédagogique pour apprendre le développement durable et l'autonomie alimentaire. À Thetford, dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole, on remercie les bénévoles avec un souper à la cabane à sucre. C'est à Amqui, où l'on retrouve le plus gros cornet de crème glacée au Québec. À Berthierville, on rencontre Marie-Soleil Labelle, une jeune pilote de course qui portera cette année les couleurs du musée Gilles Villeneuve. Mais pour commencer, on va se rendre à Baie-Saint-Paul, où Lydia Duchesne de TVCO fait le point sur les travaux réalisés et les travaux à venir suite aux inondations historiques du 1er mai 2023. Depuis les événements du 1er mai 2023, les employés de la ville de Baie-Saint-Paul ne passent pas une journée sans travailler sur les efforts de reconstruction et de prévention. Le muret Ménard est une des premières infrastructures sur laquelle la ville s'est attardée. Gilles, on est au muret de la rue Ménard. Oui. Donc, ce muret où il y a eu la brèche. Elle était où exactement, là, la brèche? On est précisément sur la brèche. Là. On voit la partie où on voit les poches de sable ici. Là. La brèche est dans ce secteur-là. Là. C'est donc, il y avait un poteau électrique qui était juste ici. Puis c'est vraiment là que l'ouverture du mur s'est faite, dans le fond. Là, on se souvient, à l'époque, il y avait un muret de béton qui faisait comment de... C'était quoi? Bien, on peut le voir si vous regardez avec la caméra, dans le fond, là, où notre cher ami Philippe, on voit que c'était quand même, dans cette portion-ci, il est assez mince, le mur. Dans la partie Saint-Joseph, le mur est beaucoup plus épais. Ici, il était quand même assez mince. Puis dans le fond, là, ce qui est arrivé lors de l'événement, c'est que l'eau a commencé à passer par-dessus. On le voit très bien avec les images de drone. L'eau a commencé à passer par-dessus. En passant par-dessus, elle a mangé le derrière du mur qui l'a affaibli, dans le fond. Puis là, il y a eu, avec la pression, il y a eu une petite brèche qui s'est faite. Puis c'est là que le plus d'eau s'est entré dans le quartier. Quand on regarde bien les photos, là, on voit que le mur, dans 99 de son périmètre, il a fait le travail, dans le fond. Là. Il était à la bonne hauteur. Mais on sait, là, on prend l'exemple, par exemple, des glissades d'eau. Quand on va avec les glissades d'eau avec les enfants, on sait que quand l'eau tourne, elle va avoir tendance à être beaucoup plus haute dans l'extérieur du virage que dans l'intérieur. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé ici. Avec les années, elle est venue frapper de plus en plus vers le mur. Et puis, il y a des débris qui se sont ramassés. Donc là, il poussait, donc elle a monté dans la portion. Puis c'est pour ça que quand on regarde plusieurs photos, on voit que c'est vraiment ici qu'elle a passé par-dessus puis qu'elle a eu la brèche, alors qu'ailleurs, elle a fait son travail, dans le fond. La structure temporaire qui a été faite en attendant des études plus poussées a été comparée à un barrage, vu la conception et la solidité des installations. Il était très, très important de réagir rapidement pour nous donner un peu une parenthèse, un moment de réflexion puis d'analyse, puis pour sécuriser notre monde, dans le fond. Il y avait des gens, on a beaucoup de gens, il ne faut pas se le cacher, il y a même des gens qui n'avaient pas le loisir de décider s'ils voulaient ou pas quitter le quartier. Avec les programmes du ministère de la Sécurité civile, avec les normes environnementales, il y a des gens, il y avait des petites sommes, donc dans le fond, il n'y avait pas le loisir de dire « moi je m'en vais ». Le gouvernement ne leur payait pas un déménagement, dans le fond.
fond, là. Donc, il était très, très important d'agir rapidement pour consolider la structure qu'on avait. Fait que c'est ça qui a été fait ici, dans le fond. On n'est pas plus haut qu'avant. Clairement plus large. Beaucoup plus large, étendu. Puis avec les années, si on le voit là, plus dans le virage, on voit que c'était du sable, des petits cailloux d'un diamètre là, gros comme un ballon de soccer à peu près. Si on regarde le volume des roches qui ont été installées, là, on est vraiment dans un calibre tout à fait différent. Là. Dans le fond, on a eu une analyse de la rivière pour qu'on soit capable de protéger le pied du mur. Puis pourquoi qu'on va plus loin beaucoup? C'est parce que vraiment, il faut faire une bonne clé pour pas que l'eau mange par en dessous. Puis pour protéger que si ça arriverait, bien, il puisse s'effondrer comme il faut, puis protéger la structure. Fait que nous, on a consolidé, on a refait un peu à l'état. Puis cette structure-là plus large ici nous permet, on a déjà un plan d'action où on peut, on a les poches de sable qu'on voit présentement, on a une très grande quantité de poches de sable. Donc, on sait qu'à certains moments critiques, si on pense qu'il pourrait y avoir un risque, on est plus prudent que moins. On installe nos poches de sable. Donc, s'il devait y avoir de l'eau qui va plus haut que la hauteur du mur, on est capable d'en ajouter. Puis là, il faut le dire, là, des fois, on parle de poches de sable, on pense aux petites poches qu'on voit l'armée placer des fois. Quand ils viennent en renfort, c'est de la grosse poche. Oh oui, là c'est vraiment, là, on n'a pas négligé sur les... c'est vraiment, là, une dimension installé avec avec la machinerie. Dans le secteur du Genévrier, les dommages ont été importants. Les vidéos de roulottes et cabanons emportés par la rivière des Mares ont fait le tour des réseaux sociaux. Ce qu'on sait moins, par contre, c'est qu'un peu plus haut, un phénomène fascinant a eu lieu. Bien, je ne sais pas si vous pouvez regarder juste le calibre des roches qu'il y a dans la rivière, les blocs. La rivière, elle les a amenés. Fait que là, les gros blocs qu'on voit là, c'était pas ce genre de roches-là qu'on avait ici avant. C'était pas là. Okay. C'était pas comme ça. Bien, il pouvait avoir certaines roches de même, mais c'était pas eux autres. OK. C'est d'autres qui sont arrivés. Des nouvelles. Exactement. Dans le fond, ce qu'elle a fait, là, il y a eu un coup d'eau vraiment important. Ouais. Puis, ce coup d'eau-là s'est mis à éroder les berges. Parce que c'est comme emballé. Puis, elle s'est mis, dans le fond, à charrier, dans le fond, à charrier du matériel, à en amener beaucoup. Ouais. Puis, on est, dans le fond, dans ce qu'on appelle ici, il y a une rupture de pente. C'est un peu plus à pic. Ici, on tombe dans une zone un peu en replat. Okay. Fait que là, cette charge-là, elle le dépose. Là. Elle est comme prise avec. Et en déposant ça, ça fait, on appelle ça une avulsion, le terme, c'est technique, mais dans le fond, on voit son ancien lit à droite. Donc, autrefois, elle passait là. Oui, autrefois, elle passait là, donc elle a rempli ce lit-là, puis elle s'est déplacée, puis elle s'est créé un nouveau lit, dans le fond, à gauche, et c'est là qu'elle passe. C'est vraiment fascinant. C'est un phénomène qui arrive avec des coups d'eau très, très importants, mais des coups d'eau et des charges sédimentaires super importantes. Dans le fond, on est à l'apex de tout un secteur, le camping Genévrier, qui est dans ce qu'on appelle un petit cône alluvial, dans le fond, la zone de replat, où c'est appelé à avoir une dynamique avec des sédiments, mais des sédiments, on s'entend, c'est des blocs. Énorme. Ici, c'est des blocs, puis plus on descend au Genévrier, puis plus on descend vers le pont de la 138, et plus les sédiments sont petits. Ouais. Ça devient comme en galets, puis éventuellement en sable. Rendu à la Rivière-du-Gouffre, c'est en sable. Fait que dans le fond, elle trie tout ça, elle les dépose, puis elle les trie jusqu'à la Rivière-du-Gouffre. Là, tu parles d'un coup d'eau. Qu'est-ce qu'il y a en haut de la Rivière-du-Bras, plus haut? Là? Il vient d'où, ce coup d'eau-là? C'est-tu juste la pluie et la fonte de la neige? Ou il y a eu autre chose? C'est la pluie et la fonte de la neige. OK. Oui. Mais en fait, on a eu une cellule orageuse, là, qui a vraiment été ciblée... On les appelle maintenant les montagnes au nord-ouest. Là. Okay. Mais dans le fond, ici, ça monte sur les terres du séminaire à 800-900 mètres en altitude, c'est pas 1000. Puis à cet endroit-là, en amont ici, Sabra du Nord-Ouest, à Rivière-Émy, c'est là qu'il y a vraiment eu une grosse cellule orageuse. Ouais. Donc les gens là, qui parlent qui avaient eu l'impression qu'un barrage avait cédé ou qu'un
un lac comme le lac Monique qui s'était vidé, qu'il y a eu un phénomène du genre, c'est pas relié à ça du tout, là? Non, on n'a pas eu une rupture. OK. Ça peut arriver, des fois, il y a une rupture, mais à ce moment-là, les gens vont vraiment avoir une vague qui descend. OK. Là, c'est pas une vague, ça a monté vite. Ça a monté très vite parce qu'il y avait une intensité de pluie super importante là, qui est comme arrivée, qui s'est accumulée à la fond de la neige, et tout ça, ça a fait beaucoup d'eau. Une conjoncture. Plusieurs événements. Exactement. Dans le secteur du chemin Saint-Laurent, les agriculteurs aussi ont payé les frais de ces inondations qui ont emporté des portions de terrain et englouti des champs qui ne seront plus cultivables. On voit là, que ce qui était érodé, c'était un champ qui est entretenu, qui était agricole, qui était fonctionnel. Puis les niveaux ont monté là, fait que tantôt, ce qu'on parlait, les mineurs, les moyens, bien là, justement, en situation d'inondation, de crues élevées, donc c'est venu éroder, là, dans le fond, sur le champ agricole-là. Puis des champs agricoles qui ont été érodés comme ça, il y en a un petit peu partout tout le long. C'est un impact qu'on a moins entendu parler, là, mais présent, oui. Un peu plus loin, toujours sur le chemin Saint-Laurent, des glissements de terrain font présentement l'objet de suivi. Tantôt, on était juste peut-être 300 mètres à l'amont, où les champs se sont fait éroder. Donc, ce matériel-là, bien, s'il se déplace, il se redépose un peu plus loin. Il se dépose sur les méandres, dans le fond, sur les bancs. Fait qu'on a un banc qui se dépose ici. Puis à mesure que les sédiments se déposent, bien, ça pousse la berge aussi. Fait qu'il y a un phénomène présentement où c'est en train de pousser, puis ça n'aide pas à l'érosion qui se passe ici. Oui. Là, il y a une surveillance accrue là, qui se fait du secteur ici. Oui, absolument. Dans le fond, il y a une équipe avec des spécialistes en géotechnique. L'équipe de la ville, là, ils se sont organisés là, avec une caméra de surveillance, avec système anti-vol aussi, là, je le nomme pour certains. Puis bon, divers instruments comme ça, avec également un passage à la route là, avec une lumière. Là. Puis dans le fond, c'est un autre exemple ici qu'on a eu un événement majeur en mai, en 2023, qui était relié aux inondations. C'est un risque naturel, il y en a d'autres. Il peut y avoir certains glissements de terrain. Charlevoix, c'est une zone à séisme. Il y a plein d'autres risques naturels aussi qui demandent à la ville, aux différents intervenants, d'être actifs là-dedans, de faire un suivi, une surveillance, au cas où il y aurait un autre événement qui se produirait d'une autre nature. Là. Un an plus tard, la Ville n'en est pas encore au bout de ses dépenses et la prévention vient prendre une place plus importante dans la planification des travaux et des investissements. Bon, Gilles, on en a parlé brièvement. Le MTQ qui fait présentement prend des échantillons, fait des forages là, près du chemin Saint-Laurent ici. Déjà, peux-tu nous dire pourquoi c'est le MTQ qui intervient puisque c'est pas un chemin là, provincial ici? Bien, premièrement, parce que nous, on doit signaler tous ces glissements de terrain-là au ministère de la Sécurité civile. Le ministère de la Sécurité civile fait affaire avec les différentes instances gouvernementales pour établir l'aléa, les risques, puis les cartographier. Donc, c'est pour ça qu'il fait affaire avec l'équipe géotechnique spécialisée du ministère des Transports qui vient ici faire des forages pour analyser la structure du sol. Parce qu'il y a plusieurs glissements de terrain le long de la rivière du Gouffre. Puis il faut comprendre à quel point ces glissements-là peuvent être très, très dynamiques, je pense qu'on appelle ça rétroactifs, donc aller très loin, ou qu'on serait dans un substrat différent qui ferait en sorte que ça serait plus sécuritaire. Il y a toujours la notion avec le ministère des Transports, malheureusement, un des éléments importants, c'est toujours l'aspect financier. Puis pour avoir droit à des programmes d'aide, il faut qu'on atteigne certains critères des gouvernements. Ça, c'est une partie du travail qui est plate un peu, qui est difficile, mais qu'il faut quand même jouer parce que sinon, je pourrais décider demain matin de faire cette intervention-là qui pourrait coûter 2-3 millions, qui serait à la charge complète des contribuables de la Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on essaie de voir les différents programmes qui existent. La Ville de Baie-Saint-Paul mentionne que les prochaines actions qui seront posées le seront avec une vision à long terme. Les agriculteurs de Vaudreuil-Soulanges s'étaient donné rendez-vous à leur tour pour un grand défilé de manifestations. Le départ était donné à Sainte-Clette et Chantal Bédard de C'est-Sur.tv y était.
Le 10 avril dernier, c'est aux petites heures du matin que des agriculteurs et agricultrices de la région ont endimanché de leurs plus beaux atours leurs tracteurs. Un immense défilé s'est donné rendez-vous à Sainte-Lette pour ensuite emprunter le boulevard de la Cité des Jeunes jusqu'au stationnement du Walmart à Vaudreuil-Dorion. On accueille le défilé par une haie d'honneur bruyante. L'humeur n'est pas à la blague, le milieu agricole gronde, les inquiétudes face à la crise actuelle est palpable. Pourquoi c'est important de supporter nos agriculteurs dans la région? Parce que sans nous, vous n'auriez pas la nourriture. Bien, on est ici pour manifester contre la difficulté dans nos entreprises. Les revenus sont à la baisse, les charges sont à la hausse. Et là, ce que j'avais clairement sous-estimé, c'est non seulement la colère des producteurs agricoles, mais aussi le degré d'engagement et de mobilisation du syndicat Vaudreuil-Soulanges puis des syndicats autour. C'est vraiment impressionnant de voir ça. Dans le fond, on manifeste contre un peu l'ensemble de l'œuvre du gouvernement, mais je dirais que c'est surtout sur deux enjeux principaux qui en recoupent un paquet d'autres. Premièrement, le manque d'appui budgétaire. Il n'y avait rien dans le budget du dernier gouvernement pour pallier à la situation actuelle, la crise actuelle que vivent les agriculteurs, là, notamment au niveau du revenu, au niveau des programmes de sécurité du revenu. Ça fait des années que ça traîne, puis là, l'élastique pète. Des normes environnementales à peu près les plus sévères en Amérique du Nord. Puis ajouter ça à la hausse des taux d'intérêt, la hausse des coûts de production. Fait que là, nos entreprises, là, on a de plus en plus de misère à compétitionner les producteurs hors Québec. Mais est-ce que c'est normal qu'on soit tant de tracteurs que ça aujourd'hui ici? Est-ce que c'est normal? Nous sommes en rage, nous sommes en furie. On en a un ras-le-bol de tout ça. Alors que notre profession est de tout simplement nourrir la population et non de remplir de la paperasse. La région est très agricole. On parle de quel pourcentage dans Vaudreuil-Soulanges? Plus de 75 % est en territoire agricole. Beaucoup d'agriculteurs dans Vaudreuil-Soulanges, mais on ne nous respecte pas. Il faut tout le temps revenir à la charge, tout le temps leur montrer qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait en agriculture. C'est vraiment décevant qu'on n'ait pas... On voudrait tout simplement être sur la table à trouver des programmes, à trouver des solutions, mais non, ils nous ont éclipsés tout simplement. Mais est-ce qu'on pourrait dire que nos politiciens régionaux brillent un peu par leur absence? Ah, tout à fait, tout à fait. J'ai pas vu personne autre que des conseillers, mais qui étaient agriculteurs. J'ai pas vu aucun maire, aucune mairesse, mon préfet n'était pas là. Je suis vraiment déçue. Pas de députés, pas de représentants députés, ni d'un côté de Soulanges ou de Vaudreuil. Moi, en fait, mon débat, c'est surtout par rapport au dézonage des terres agricoles, puis le fait que quand on a plus que 40 ans, on ne fait pas partie de la relève. Fait qu'en plus de ne pas être la relève, on n'a pas accès à des terres agricoles pour cultiver. L'année n'a pas été l'année la plus productive financièrement pour les fermes. Ça met une grosse pression sur les fermes, que ce soit des petites fermes qui sont plus de proximité ou les gros producteurs. Les enjeux des réchauffements climatiques, c'est quelque chose qui vous touche de près? Définitivement, ce printemps, on voit que les bourgeons sont plus hâtifs, sont précoces. Il y a un risque de gel tardif aussi. L'an dernier, il a gelé au mois de mai, le 18-19 de mai, puis on a perdu des fraises de manière significative. J'inviterais en fait les fermes de proximité à venir vous montrer, parce que souvent, on n'a pas de gros tracteurs, donc on n'était pas dans la filée avec nos petits tracteurs de 29 forces et moins. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler des enjeux cruciaux auxquels font face les fermes de proximité. Nos exploitations agricoles qui nourrissent nos communautés et contribuent à la vitalité de nos régions se battent aujourd'hui pour survivre. Vous avez quand même souligné l'apport des petits producteurs locaux. Ils avaient même fait venir à l'avant de la région de Vaudreuil-Soulanges. Il y avait quand même une fébrilité. Oui, c'est sûr, mais on est souvent moins connus ou en dessous de plus gros, donc c'était important pour moi de les représenter aujourd'hui. Pourquoi c'était important? Bien, on est le contact direct souvent avec la population. On vend directement soit sur nos fermes, dans les marchés publics, en épicerie, donc on a le contact là, avec le citoyen, puis on voit que les ventes diminuent fortement là, depuis la pandémie. Comme on a mentionné aussi, on était les héros, mais maintenant, il faudrait continuer dans la même volée du manger local et qu'on soit soutenu pour continuer cette mission-là.
Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé était au lancement de la biographie de Louis Bérubé, qui est considéré comme le fondateur des premières coopératives de pêcheurs en Gaspésie. Louis Bérubé a joué un rôle important dans le processus de modernisation de la pêche en Gaspésie au 20e siècle. Afin de le faire revivre dans nos mémoires, Gaétan Mire lui a consacré une biographie intitulée « Louis Bérubé, le renouveau de la pêche québécoise au 20e siècle ». J'ai eu l'occasion de le rencontrer lors du lancement de son livre, qui a eu lieu le 13 avril dernier. Bon, Louis Bérubé, c'était à l'origine un agronome qui s'est spécialisé en pêche dans les années 20 et qui a travaillé à organiser les pêcheurs dans des coopératives. Ces syndicats-là, ces syndicats coopératifs ont été fédérés, ont été regroupés dans une fédération qui s'appelait Pêcheurs unis du Québec, qui est devenue, dans les années 70 à 80, jusqu'en 84, le leader de l'industrie de la pêche au Québec. C'était joué un rôle important de représentation des pêcheurs, de production et de commercialisation du poisson. Vos recherches ont commencé en 2014. Ça a été une très grosse recherche, beaucoup d'archives que vous avez regardées. Oui, effectivement, mais il faut voir qu'au départ, j'avais une grande ambition, c'était de faire 3 livres. Et ça, c'est le premier. Ce qui est très important, c'est que les archives de Louis Bérubé, c'est quand même 16 mètres linéaires, c'est-à-dire 42 pieds. Je parle des documents imprimés. C'est assez important. Et c'est pour ça que ça a pris du temps. En plus, il a laissé 5000 photos, dont des photos très, très anciennes, très rares de la Gaspésie. On en retrouve beaucoup dans le livre. Et en plus de ça, il a été journaliste, il a été vulgarisateur. Il a publié à peu près 200 articles et ouvrages. Donc, ça faisait une masse d'informations très importante. Mais Louis Bérubé, son intérêt, c'est qu'il a travaillé pendant 60 ans. Et il était un protagoniste on peut dire, de toutes les périodes où il y a eu du changement au 20e siècle dans la pêche. C'était une époque où la pêche s'est transformée. Hein? On est passé d'une pêche traditionnelle à une pêche scientifique. Et ces archives représentent tout ça, quoi. Donc, c'est un intérêt très, très grand, quoi. Parmi les choses que vous avez présentées lors de votre présentation, c'est entre autres le mouvement de Sainte-Anne qui semble avoir pris beaucoup de place dans la vie de Louis Bérubé et qui a changé l'histoire de la pêche ici. Disons que Louis Bérubé, c'est un des principaux protagonistes ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement de Sainte-Anne. C'est-à-dire, le mouvement de Sainte-Anne, c'est d'abord la création d'une école pour former, d'une faculté, hein, c'est une faculté de pêche qui était rattachée à l'Université Laval pour former du personnel cadre pour gérer l'industrie, hein, autant dans les entreprises privées, les coopératives qu'au gouvernement. Mais c'était aussi il y avait un département qui s'appelait le service social économique et qui devait former des jeunes pêcheurs qui, après leur formation, ont commencé à créer des coopératives. Et ces coopératives-là, une fois qu'il y en a eu un certain nombre, on les regroupait dans une fédération qui était très connue à l'époque, qui s'appelait Pêcheurs unis du Québec. Et c'est ça qu'on appelle le mouvement de Sainte-Anne. Et ça, c'est considéré par beaucoup de chercheurs aujourd'hui en histoire qui s'intéressent à la pêche comme un modèle qui peut être transposé même aujourd'hui. Ça peut inspirer même du développement qui se ferait aujourd'hui. Il y a des groupes actuellement, il y a un groupe en particulier qui pense à relancer des coopératives en Gaspésie. Okay? Il y en a une qui a été créée l'an passé, il y en a une autre qui a été créée il y a 2-3 ans aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, vous savez, c'est un terreau fertile, le Québec, pour les coopératives. Ça pourrait revenir. Moi, je ne me prononce pas nécessairement là-dessus, mais c'est pour dire que mon livre, ça a allumé un certain nombre de personnes qui y pensaient déjà. Ça les a justifiés. Ils ont organisé même un colloque à Rimouski auquel j'ai participé. Et c'est des choses qui se discutent. Donc, c'est comme si l'histoire revenait, quoi. Si on essayait de se servir du passé pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de trouver des solutions aux problèmes qu'on connaît actuellement dans la pêche. Bon, on verra. C'est lui le concepteur, puis vous l'avez dit tout à l'heure aussi, directeur de l'École des pêches. Oui, c'est-à-dire que lui, il a trouvé vers 1945-46, je dirais, il a trouvé du financement pour créer une école de métier
ils appelaient ça les métiers de la pêche. Donc, c'est-à-dire les pêcheurs, les transformateurs, il y avait à l'époque les charpentiers de barges là, qui construisaient les barges, les forgerons, tout ça, des métiers qui existaient à l'époque dans la pêche. Et il a trouvé ce financement-là. Puis, il y a une loi qui était passée sous le régime libéral. Donc, la loi a autorisé la création de cette école-là. Lui, il voulait affilier cette école-là à l'école de la Pocatière. Mais le gouvernement a changé et les choses ont changé. Et le nouveau gouvernement, c'était l'Union nationale. Ils ont décidé de mettre l'école ici à Garnivière. Puis ils ont recouru à ces services pour concevoir le fonctionnement de l'école, les programmes, la durée toute la pédagogie, tous les aspects pédagogiques, tous les aspects techniques aussi, et tout ça, quoi. Donc, ça a été son rôle. Et puis, quand c'était créé, il ne trouvait personne. Alors, ils ont demandé de devenir le directeur. Il a été directeur pendant 10 ans, donc de 1948. L'école a ouvert officiellement au printemps de 1948. Il était là jusqu'en 1958. Donc, c'est une contribution très, très importante. Hein. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre? Bon, disons que Louis Bérubé, c'est une espèce de touche-à-tout. Il y a une constante. C'est-à-dire, il travaille toujours dans la pêche, hein? Il travaille toujours en matière en développement. Il s'intéresse au développement des coopératives. Il s'intéresse au développement de la recherche scientifique. Lui, ce qu'il veut, c'est essayer de rattraper les autres provinces, puis les États américains et tout ça, de moderniser la pêche pour qu'on puisse concurrencer correctement les autres juridictions, les provinces qui sont... Parce qu'on avait un retard, hein, on avait un retard technologique. Donc, c'était la recherche. Hein? La recherche, c'est ça qui alimente le développement. Et la formation, c'était très important. Et il n'y avait personne. À partir de 1958, il va commencer à faire l'international aussi. Et quand il va prendre sa retraite de l'Université Laval, parce que lui, il était rattaché à l'Université Laval, en 1962, là, il va faire de la coopération internationale. Faire de la coopération internationale, ça veut dire aller aider des pays en développement, défavorisés, à structurer leurs organisations, leurs entreprises et tout ça. Ça veut dire investir dans des infrastructures, des ports, des bateaux, etc. Vous comprenez? Donc, il a fait ça, surtout en Asie du Sud-Est. Et après, il est rentré à l'Agence canadienne de développement international, qui était le ministère fédéral qui s'occupait de ces questions-là. Et là, il y a eu un rôle important parce qu'il a aidé le Canada à définir ses orientations stratégiques en matière de développement de la coopération internationale dans ces pays-là, dans les pays pauvres, défavorisés, disons. Et ce document-là qui retrace sa carrière est aussi garni de plusieurs photos que vous avez présentées d'ailleurs. On en retrouve combien dans ce livre-là? Il y a 160 photos, 159, 160 photos, dont plusieurs proviennent de sa propre collection. Il a laissé 5000 photos, il a laissé 3500 photos en noir et blanc et 1500 diapos. Moi, j'en ai numérisé 1100. Et maintenant, le fonds a été déposé aux archives, dans un service d'archives. Et le livre contient beaucoup de photos très rares qui n'ont jamais été présentées. Eh bien, Gaëtan Amir, bonne chance pour la suite des choses et merci beaucoup. Merci vraiment, vous êtes très gentil. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Merci. Au Québec, nous avons des travailleurs de rue. Nous avons également des travailleurs de rang qui travaillent auprès des agriculteurs. Mais là, on apprend que dans la Métis, il y a maintenant des travailleurs du milieu qui travaillent avec les aînés. Marc Després, de la télévision de la Métis, a voulu en savoir plus long. On se trouve au Centre d'action bénévole de la Métis parce que, bon, Danny Dionne, il y a une nouvelle ressource là, qui s'y trouve. Eh oui, on a une nouvelle membre dans notre équipe. Donc, notre équipe s'agrandit. On a une nouvelle ressource en tant que telle. C'est Mélilo de Repentigny. Là. Remarquez bien le nom. Vous allez l'entendre et la voir là, dans le milieu, notre nouvelle ressource. C'est le travail de milieu. Donc, c'était un besoin qu'on avait ici dans la Métis là, au niveau des aînés. Fait que nous, on a développé un projet là, à ce niveau-là pour mettre en place une personne qui va pouvoir circuler au travers le milieu, puis aller au-devant à la rencontre des aînés, puis répondre à leurs besoins. Et ça fait pas longtemps là, que vous êtes en fonction. Là. Non, le projet a débuté la semaine dernière, mais en fait, ça fait quand même longtemps que Danny et l'équipe travaillent pour... Trouver quelqu'un? Pour avoir cette ressource-là, la possibilité de faire ce projet-là. En ce moment, moi, j'essaie de me faire connaître le plus possible, à la fois par la population, par les organismes, par les municipalités.
Je suis en mode passer à la télévision communautaire pour me faire connaître. Donc, c'est ça. Moi, l'idée, c'est vraiment que je me déplace dans les municipalités, je me déplace partout sur le territoire. J'assiste à des activités qui attirent des personnes de 50 ans et plus. Moi, je suis vraiment là pour aller dans les milieux, repérer des personnes qui seraient peut-être en situation de vulnérabilité pour diverses raisons, qui vivent des difficultés. Moi, je suis là pour aller identifier ces personnes-là. Je prends un moment avec elles, on échange, on identifie ensemble les besoins de la personne. Puis ensuite, moi, j'accompagne la personne vers les ressources. Donc, moi, je fais vraiment le pont là, entre les individus et les ressources. Et bon, les gens connaissent les travailleurs de rue, les travailleurs de race. C'est un peu du même style. Oui, exactement, c'est ça. Des fois, je le compare vraiment au travail de rue parce que c'est dans la même optique de vraiment se déplacer dans les milieux plutôt que d'attendre que les gens viennent vers moi, c'est moi qui vais vers eux. Donc, c'est très comparable, effectivement, au travail de rue, mais je m'adresse aux 50 et plus. Donc, c'est vraiment du travail de terrain. À ce moment-là, bon, comment ça fonctionne pour faire affaire avec vous? Oui, bien, c'est ça. Comme je disais, là, en ce moment, je suis en mode d'essayer de me faire connaître, mais je distribue ma carte, je distribue mon dépliant, je mets des affiches un peu partout. Les gens peuvent communiquer directement avec moi. Sinon, comme je le disais tantôt, j'essaie d'assister à des activités qui attirent des aînés pour que moi-même, j'aille identifier peut-être certaines personnes, voir s'il y aurait des besoins. Puis aussi, je compte sur la vigilance citoyenne. Dans le sens où, des fois, j'approche des aînés, ils me disent « Ah, moi, j'ai pas de besoin, ça va bien, mais j'ai telle cousine éloignée, voudrais-tu aller la voir si elle est correcte? Ou j'ai tel voisin dans ma municipalité, il fréquentait un peu mon organisme, mais là, il vient plus, voudrais-tu le relancer, voir si est correct? » Ce genre de choses-là. Là. Donc, c'est vrai, ça peut être même du référencement de personnes. Là. Oui, exactement. Je pense que moi, à la fois, en ce moment, j'essaie de me faire connaître auprès de la population, mais je suis en train aussi de faire le tour des organismes parce que c'est sûr qu'on va se référencer des personnes. Là. Oui, bien sûr. Et comment se fait l'adaptabilité, en quelque sorte, jusqu'à maintenant? Donc, les gens réagissent comment? Bien, jusqu'à maintenant, j'ai une super bonne réception. Je pense que c'est pas pour rien que ça fait un moment que Dany travaille pour avoir cette ressource-là. Je pense que c'est un besoin qui est existant dans la MRC. Autant en situation un petit peu plus urbaine à Montjoly qu'en situation un petit peu plus rurale là, dans les municipalités de l'arrière-pays. Je pense que les gens me renvoient que oui, c'était nécessaire, puis ils sont contents de voir que j'arrive là, pour remplir ce mandat-là. Là. Ouais. Et c'est bon pour les 16 municipalités de la MRC. Là. Oui, c'est ça. Je le précise souvent. Je me déplace, je le répète, je me déplace. Je le répète beaucoup, puis je l'ai nommé sur mes affiches, sur mes cartes, parce que j'ai beau nommer que je me déplace sur la MRC, les gens sont quand même étonnés quand je leur dis « ben je vais aller vous voir à les hauteurs ». Ils disent « ben non ». Tu vas pas venir à les hauteurs? Ben oui. Donc, c'est pour ça que je le répète souvent. Là. Je suis un peu perroquet là-dessus. Mais je pense que les personnes qui viennent des plus petites municipalités, un petit peu plus isolées, sont pas habituées d'avoir des services sur place. Donc, moi, je suis là vraiment pour aller vers les gens. Là. Donc, oui, peu importe votre municipalité de la Métis, je peux me présenter à domicile ou dans un lieu public là, pour aller voir les personnes. Ouais. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a une durée nécessaire pour vous accueillir ou c'est vraiment on fait le tour de la problématique? Puis... Moi, je suis là pour être dans la vie de la personne à court terme, dans le sens où moi, je suis là pour identifier avec la personne ce serait quoi ses besoins, l'accompagner soit dans des recherches d'informations, soit dans l'accompagner pour les démarches vers une ressource. Puis éventuellement, quand la personne est confortable avec le lien qu'on a créé avec un organisme ou avec un service quelconque, là, après ça, je laisse aller la personne là, avec les ressources avec lesquelles on l'a liée. Là. Et à ce moment-là, on appelle directement ici au Centre d'action bénévole si on a des besoins? On peut, mais sinon, j'ai une ligne directe. Okay. Ce qui est absolument génial. Donc, ma ligne directe, c'est 4154. C'est 775-4154.
Bien, on va vous souhaiter justement que les gens soient surtout pas gênés parce que le tout est confidentiel. Là, on peut rassurer les gens. Oui, c'est absolument confidentiel, c'est sans jugement. Puis je pense que aussi, comme le travail de milieu, je peux me présenter dans des activités plus sociales. Le côté un peu informel, des fois, fait que c'est moins intimidant pour les gens de venir me parler. Mais malgré le côté informel, je suis quand même professionnelle. Il y a quand même un secret professionnel que je tiens quand même. Là. Puis quand je parle de me référer des personnes, là, je parle pas de mes mérages de voisinage. Là. C'est pas ça, absolument pas. Là. C'est vraiment que je pense qu'il y a des personnes dans les municipalités qui voient ce qui se passe autour d'eux puis qui peuvent faire un lien avec moi là, quand c'est nécessaire. Et petite question technique, mais aînés à ce moment-là. Donc, ça part à quel âge? Oui, c'est ça. Les aînés, c'est... Ben, nous, on s'est dit qu'on allait vers le 50+. Okay. Mais les aînés, on s'entend souvent 65 et plus, tout ça. Mais comme il y a les clubs 50+, tout ça, c'est important d'inclure un peu tout le monde. Ça fait qu'on s'est dit 50 ans et plus. C'est ça. Bien, bienvenue à ce moment-là au sein du Centre d'action bénévole. Bien, merci. Je suis bien contente de vous parler ce matin. À Deschambault-Grondines, une serre biologique permet d'enseigner aux jeunes comment cultiver et les récoltes servent à soutenir l'autonomie alimentaire. Un reportage de Charles Laviolette de CJSR. L'organisme Solidarité citoyenne Portneuf a annoncé le début des activités de sa serre pédagogique qui est située au Jardin de la Chevrotière à Deschambault-Grondines. Le projet de serre pédagogique vise à développer les savoirs des élèves du primaire et du secondaire, mais également de toute la population. Depuis quelques semaines, des classes d'école primaire ont la chance de pouvoir s'initier au maraîchage biologique avec la maraîchère Geneviève Méran. Il va y avoir 1300 élèves qui vont être passés de la mi-mars jusqu'au 18 juin. J'ai mes derniers groupes le 18 juin. 70 groupes. Il y a 3 ateliers, comme Alain l'a dit. Semi-intérieur, c'est celui que vous avez vu tout à l'heure. On fait toujours une dégustation. Dans chacun des ateliers, il y a un volet dégustation. Pousse et germination, c'est ce que vous voyez, les plateaux qu'il y a là. Donc, je leur fais découvrir un peu comment on peut faire des mini-jardins pendant l'hiver, pendant le printemps. C'est agréable, les jeunes, je leur fais toucher. On utilise vraiment tous nos sens. Ils vont déguster chaque pousse, puis ils vont essayer de trouver là, quelle semence correspond à chacune des pousses. Puis ensuite, on fait notre petit jardin de pousses de tournesol. Graines et semences, celui-là, on apprend à récolter des semences. Donc, ils ont un cantalou, un morceau de cantalou, là, ils vont récolter, ils vont laver leurs semences. On parle de l'importance des graines autant dans les plantations, mais aussi dans l'alimentation. Donc, on se prépare une salsa avec des grains de maïs, des haricots, puis je leur fais faire une petite salsa qu'on mange avec des chips. Karine Durocher, directrice générale de Solidarité citoyenne Portneuf, souligne que le projet de serre pédagogique vient renforcer par l'éducation la sécurité alimentaire dans la région. Juste pour vous donner quelques statistiques, en ce moment, c'est 24 des Québécois qui souffrent d'insécurité alimentaire. Insécurité alimentaire, c'est pas nécessairement de ne pas avoir de nourriture dans le frigo, mais c'est quand que la nourriture devient une charge mentale. C'est comme ça prend de la place dans la tête pour jongler, pour arriver à la prochaine paye, pour avoir suffisamment de nourriture pour sa famille. C'est de couper des repas pour que ses enfants puissent avoir de la nourriture. En ce moment, 33 des gens qui bénéficient d'aide alimentaire sont des enfants. C'est des statistiques qui sont vraiment foudroyantes. Ça a énormément augmenté depuis 2019. Puis, un projet comme les serres pédagogiques, mais également solidaires, permet de cultiver des légumes et des fruits et légumes frais à l'année longue pour pouvoir distribuer dans le réseau d'aide alimentaire. Donc, principalement, les tomates cerises qu'on retrouve ici, ils sont distribués via le programme Collation Santé Portneuf. C'est un programme qui existe depuis 2010 qui veut fournir des aliments santé aux enfants d'âge primaire de l'ensemble de la région de Portneuf. Présentement, c'est 300 enfants qui bénéficient de distributions mensuelles. On est dans 5 milieux différents. Une fois par mois, c'est une vingtaine de collations qui sont données par enfant. L'aménagement de cet espace pédagogique a été rendu possible grâce au soutien financier du Fonds Aluminerie de Deschambault pour les collectivités durables, de même que du Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf. De son côté, l'organisme Jeunesseur Portneuf assume les coûts d'animation des visites des élèves et un don provenant de la Fondation TELUS permet de couvrir les frais de transport des élèves.
On écoute Pascal Rochette, directeur de l'aluminerie de Deschambault et président du Fonds pour les collectivités durables. Puis moi, je trouve qu'en termes de projets de développement durable, c'en est un qui est parmi les meilleurs jusqu'à maintenant qu'on a financé. Ça couvre les 3 sphères du développement durable. Il y a le volet économique, il y a le volet social, puis il y a évidemment le volet environnemental. Donc, bravo, félicitations à ceux qui ont eu cette idée-là. Dans le cadre de la Semaine de l'Action bénévole, le Centre Concert-Action de Thetford a invité tous ses bénévoles à la cabane à sucre Marcheterre pour les remercier et souligner l'importance de leur travail. Un reportage de Gabriel Blancard de TVCRA. Comment il les a toutes? Gabriel pour vous servir. En ce jeudi 18 avril, on se retrouve à la cabane à sucre du Marcheterre à Thetford dans le cadre de la semaine du bénévolat. En effet, nous allons vous emmener avec nous à un souper caritatif organisé par le Centre d'action bénévole Concert Action. Alors, sans plus tarder, venez avec nous. Alors maintenant, je suis en compagnie de... Mère-Josée Pinette. Enchantée Marie-Josée. Donc vous êtes l'organisatrice de cet événement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Durant la semaine de l'Action bénévole, à travers le Québec, il y a des activités qui s'organisent. Donc, le Centre d'action bénévole trouvait ça important de récompenser les bénévoles qui travaillent dans notre MRC, la MRC des Appalaches. Donc, on a invité les membres du Centre d'action bénévole à venir festoyer ce soir là, pour remercier les bénévoles. Donc, dans la salle, il y a des bénévoles. Il y a aussi des responsables d'organismes qui sont là. Donc, voilà. Donc, dans le fond, vous faites ce souper pour remercier les bénévoles de leur investissement tout au long de l'année au final. Oui, c'est ça. Tout à fait, parce qu'on sait que les bénévoles, c'est essentiel dans notre société. Sans eux, il y a plein de trucs qui ne se feraient pas. Fait que, ouais, c'est vraiment important. Et alors, du coup, petite question, pourquoi avoir choisi le Marcheterre comme endroit pour tenir l'événement? Le Marcheterre, c'est un endroit qui est rustique, qui a du charme, qui a une très bonne nourriture. Donc, on voulait vraiment les gâter. Fait que, voilà. J'avais essayé l'année passée, puis j'ai été satisfaite. Donc, je me suis dit, on va y aller cette année. Parfait. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez espérer dans le futur? Quelles sont vos attentes, vous, pour votre organisation? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre organisation également? Bien, en fait, le Centre d'action des bénévoles, ce qu'on recherche, c'est que les gens s'investissent en tant que bénévoles. Donc, on veut aider les organismes à trouver des bénévoles parce qu'il y a beaucoup d'organismes, des fois, qui cherchent pour avoir la relève. Donc, c'est pas évident toujours. Donc, on est là pour soit former, aider au recrutement. On a une page Facebook qui s'appelle « Je bénévole » dans la MRC des Appalaches que les gens peuvent s'inscrire. Fait que les organismes peuvent mettre leur demande de bénévolat, puis les gens qui sont intéressés à ce moment-là peuvent y aller. On a aussi, à travers le Québec, il y a le site Internet jebénévole.ca. Donc, la même chose, les organismes peuvent aller s'inscrire et les gens peuvent aussi s'inscrire. Donc, c'est de pairer tout le monde ensemble pour faire une belle œuvre, en fait, dans notre région. Donc, vous vous occupez donc de la formation des bénévoles et aussi vous vous occupez de les mettre en relation avec des organismes qui sont à la recherche de bénévoles. Oui, en fait, on aide les organismes à former leurs bénévoles. Donc, on n'est pas toujours nécessairement en lien avec le bénévole directement, mais on vient en aide aux organismes pour former leurs bénévoles. Et quelles sont vos attentes pour le futur? Que ça grossisse, qu'on ait plus de bénévoles, puis que les organismes aussi fassent appel à nos services pour qu'on puisse les aider dans leur futur. Ouais. Et donc justement, un dernier mot, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui aimeraient devenir bénévoles ou aux organismes qui aimeraient former ou avoir des bénévoles au sein de leur entreprise ou de leur organisme? Gênez-vous pas. Des fois, on n'a pas nécessairement... quand on est au travail, des fois, on est retraité, on a beaucoup de temps, mais des fois, on n'a pas beaucoup de temps. Là, c'est de s'impliquer. Finalement, ça peut être une journée par année. Tu sais, ça fait une différence, ça. Même juste une journée ou une demi-journée par année. En tant qu'entreprise aussi, on peut se décider avec nos employés, on va aller faire, par exemple, en environnement, on fait un truc, vraiment une journée de team building, par exemple. Fait que ça, on peut aider les entreprises aussi à organiser. Oui, c'est ça, voilà.
les pairer avec les organismes, finalement. Là. Bah écoutez, merci beaucoup. Et donc, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez vous retrouver donc votre page Facebook. Est-ce que vous avez un site Internet ou un numéro de téléphone? C'est conceraction.org, qui est le site Internet. Et puis, le numéro de téléphone, tout simplement, 418-458-2737. Même si on est situé à Beaulac, on couvre quand même toute la MRC. C'est ce que j'allais vous demander. Du coup, quelle région est impactée par quelle est votre zone de chalandise, pardon? C'est toute la MRC des Appalaches. Donc voilà, vous avez toutes les informations sur le site web et sur la page Facebook. Et maintenant, on va se retrouver pour ce souper. Alors maintenant, je suis en compagnie de Lise Lachance. Enchantée, Lise. Alors Lise, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous? Je suis présidente du Centre d'action bénévole Concertation de Beaulac-Garbé. Maintenant, je suis bien contente de l'événement. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Nous autres, on fait ça pour souligner remercier les bénévoles de chaque association qui sont venus ici ce soir dans la région des Appalaches. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment s'est organisé cet événement? Quel est le but de cet événement? Comme je disais, le but, c'est de remercier toutes les associations bénévoles, parce qu'on fait beaucoup de bénévolat, puis c'est pas toujours reconnu. C'est que nous autres, on tient à remercier tous nos bénévoles. En passant, je ne dis pas on est à la fin, on n'est pas à la fin, on est au début des Appalaches. C'est nous autres qui ouvrent la porte pour les Appalaches. D'accord. Et est-ce que vous avez un mot à dire aux personnes qui aimeraient du coup devenir bénévoles ou faire partie de votre association? On a toujours besoin de bénévoles dans différentes sphères, en accompagnement, pour la papatroulante, le comptoir familial. On va avoir une bibliothèque qui va ouvrir. On a besoin de bénévoles pour les services de la bibliothèque, ces choses-là. Donc, dans le fond, vous vous occupez de mettre en relation les différents organismes qui en ont besoin avec des bénévoles ou de la formation des bénévoles? Non, je ne m'occupe pas de la formation de bénévoles. En passant, nous autres, on va avoir un échange de fleurs vivaces, de maisons et des plantes intérieures et extérieures. C'est le premier samedi du mois. Et venez nous encourager au souper des Chevaliers de Colomb le premier dimanche du mois. C'est au sous-sol de l'église à Disraeli. Et l'argent va à Concertation. D'accord, parfait. Le rendez-vous est donné. Donc, c'est le premier dimanche du mois à l'église d'Israéli, c'est ça? Oui. C'est organisé par les Chevaliers de Colomb et l'argent va au Centre d'action bénévole Concertation. Écoutez, merci beaucoup pour ces petits mots et on vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. Au revoir. Et donc voilà, c'est la fin de ce souper caritatif ici à la cabane à sucre du Marcheterre. On le rappelle, ce souper a été organisé par le Centre d'action bénévole Concert Action. J'espère que l'émission vous aura plu. C'était Gabriel, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Marc Baudouin de la télévision de la Matapédia nous apprend que, sauf erreur, le plus gros cornet de crème glacée au Québec est à Amqui. La chocolaterie Bellejade avait annoncé sur sa page Facebook une surprise de taille. Alors, je suis sur place. Je viens rencontrer la propriétaire Sophie Marion qui va nous présenter cette surprise. Sophie Marion, bonjour. Bon matin. Ça va bien? Oh oui, ça va bien. On est bien excités, mais oui, ça va bien. Oui, parce que vous aviez annoncé sur les réseaux sociaux une surprise pour les clients de la chocolaterie Bellejade. Et on est dedans. Alors, c'est le temps de dévoiler. C'est quoi la surprise? Bien, en fait, on a fait affaire avec un entrepreneur du coin, les créations Michel Dastou de Sébec. Et ça vient de ma tête. Je me suis dit, il y a un homard à Baie-des-Sables, il y a la grosse baleine à Matane, il y a des framboises à Valbriand. Pourquoi pas qu'il n'y aurait pas le plus gros cornet de l'Est du Québec à Amqui? J'ai donné l'idée à Michel. Michel, avec sa tête, il est magnifique. Il nous a créé le plus gros cornet de l'Est du Québec et il n'y en aura qu'un. Il est vraiment très gros. On rentre les deux dedans, là, puis il y a de la place encore pour d'autres personnes. Exactement. En fait, les mesures que Michel me dit, ça a comme 12 pieds de haut par 8 pieds de diamètre. Là, il n'est pas fini final. Daniel va le peindre en blanc pour faire la crème glacée, bien évidemment. Puis on a trouvé comme la meilleure place là, ici sur le terrain pour l'installer. Fait que là, il reste la finition à faire. Oui. Et à quoi ça va servir, ce gros cornet? Bien, en fait, ça va servir à venir prendre des photos dedans avec les enfants en mangeant une petite molle, faire des hashtags gros cornet, chocolaterie Bellejade. Donc, en fait, c'est sûr, c'est un spot publicitaire, mais c'est nous qui voulions avoir le cornet, c'est nous qui l'avons.
Et c'est quand même quelque chose d'unique parce qu'on n'en voit pas beaucoup dans le coin, là. Non, dans l'Est du Québec, là, je pense que c'est le premier. Montréal, bien, je suis pas allée faire un tour. Je me suis concentrée sur notre belle région à nous. Je voulais que la Matapédia, que Amqui, je voulais faire une place où est-ce que les gens vont rester à Amqui. Fait que si la chaise apporte ce plus-là à la municipalité, à la ville d'Amqui, ce sera mission accomplie pour Chocolaterie Belle-Jade et son gros cornet. Et c'est un gros plus parce que vous avez déjà d'autres activités qu'on peut faire dans la cour ici. Oui, effectivement, on a les gros modules de jeu. Ensuite de ça, on a toutes les tables à pique-nique. On va faire un deuxième stationnement cet été pour accueillir les VR sur le terrain à côté. Création d'Astou va nous faire d'autres modules de balancelle pour l'extérieur arrière. Donc oui, on a un très beau terrain. On est tellement content de l'achat qu'on a fait ici sur le terrain. On a un potentiel à développer fois 1000. Vous avez encore le panneau, est-ce qu'on peut se photographier dedans? Oui, exactement. On a un petit photoboot à côté où est-ce que les enfants deviennent les héros de la chocolaterie. Donc, viens faire le super-héros, prends ta photo, monte dans le cornet, savoure ton bonheur. On vient s'amuser. Oui. Et pour manger, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés aussi du côté de la crèmerie? Sur la crèmerie, on regarde toujours nos classiques. Et puis, côté touristes et compagnie, bien, on va peut-être essayer de faire, si on trouve une cuisinière, bien évidemment. Donc, on recherche. Pour faire sandwicherie, salade là, pour apporter. Justement, pour permettre aux gens qui sont sur la route d'arrêter un sandwich, une crème glacée, puis on continue la route. Donc, l'objectif d'offrir toujours plus. Exactement. Il y en a toujours trop dans ma tête. Et là, l'hiver est fini, fait que le beau temps arrive, fait que ça va commencer l'achalandage aussi, j'imagine? Oui, l'achalandage a commencé avec le quad de Amqui, le club de quadistes de Amqui. On a une belle enseigne, Chocolaterie Belle-Jade, donc les quadistes peuvent arrêter 7 jours sur 7. Donc, on essaie de pallier à tout pour réunir tout le monde chez nous. Mais là, maintenant, avec tout ça, on n'a plus le choix d'arrêter. Exactement. Si vous passez à Amqui et que vous ne voyez pas le cornet, Colline de Bim, c'est parce que vos yeux étaient comme ça. Ou vous avez besoin d'ajuster vos lunettes. Oui, ajustez vos lunettes. Exactement. Sophie Marion, merci beaucoup, puis félicitations, puis bravo pour tout ce que vous faites. Bien, merci infiniment, puis une belle saison à vous. Lors de votre prochaine visite à la Chocolaterie Belle-Jade, pourquoi pas venir vous prendre en photo dans le cornet géant, qui est une attraction unique là, dans la région. Alain Bellumeur de CTRB nous présente Marie-Soleil Labelle, une jeune pilote de course qui portera les couleurs du musée Gilles Villeneuve au cours de la prochaine saison. La course automobile est un monde de passion dans lequel les pilotes doivent parfois jouer du coude pour occuper les premières positions. L'histoire de Marie-Soleil Labelle est à découvrir. Jeune, elle participe à une épreuve de karting et bien sûr, elle a la piqûre. Après le karting, place à la série Nissan Micra pendant 3 saisons. Puis, l'an dernier, elle fait le saut en série Nissan Sentra. De plus gros bolides, un défi encore plus grand. Résidente de Gatineau, dans l'Outaouais, Marie-Soleil Labelle porte les couleurs de l'équipe du musée Gilles Villeneuve à Berthierville, dans la Naudière. En plus d'être pour le musée un trait d'union entre les générations, les gens qui ont connu Gilles Villeneuve et ceux et celles qui en ont seulement entendu parler de ce légendaire champion, la jeune pilote de course appuie sa démarche sur de belles valeurs humanitaires. À l'approche de la saison 2024 qui s'amorce bientôt sur le circuit de Mosport en Ontario, début mai, la jeune pilote nous parle de sa passion pour la course, mais aussi du trouble de langage qui fait partie de sa vie, de son objectif d'être ingénieur et de son désir de redonner au suivant. Donc, ma passion pour le sport automobile, ça a été un peu de nulle part, là, si je pourrais dire ça. Donc, c'est vraiment moi, à 12 ans, qui aimais ça faire du karting à l'intérieur. Puis, j'y allais à chaque jour. Et c'est un employé de la place de kart à l'intérieur qui m'a demandé « T'es toujours ici, est-ce que tu aimerais ça rester un peu plus longtemps après les heures d'ouverture pour justement mettre
un peu d'eau sur la piste, rajouter des cônes, puis faire quelques petits exercices. Puis j'étais comme, ah oui, pourquoi pas. Donc, je suis restée, j'ai fait quelques tests, puis après, il m'a demandé, on a une ligue pour le plaisir, est-ce que tu aimerais ça faire partie de cette ligue? J'ai accepté, puis à partir de cette ligue-là, j'ai débuté à faire du karting de compétition à l'extérieur. Puis de là, j'ai fait ma première année en Briggs & Stratton en 2018 dans la Coupe de Montréal. Puis par la suite, ça a déboulé, j'ai fait du Rotax, j'ai fait du shifter. Puis mon coach, Ben Cooper, il coursait justement en Nissan Micra. Puis je suis allée le voir à une course à Tremblant. Puis c'est durant cette course-là que j'ai vraiment approché puis rencontré le promoteur de la série, Jacques Deshaies. Puis à partir de cette rencontre, on a eu d'autres discussions durant l'automne. Et c'est en 2020 qu'on est convenu que j'allais courser en Nissan Micra et que j'allais débuter en Nissan en voiture, faire le saut du kart en voiture. Honnêtement, je suis contente. Pour une première année, ça avait super bien été. La voiture, oui, est un petit peu différente, mais c'est les mêmes pistes. Une fois que tu comprends, que tu t'adaptes à la voiture, c'est juste de rouler, de se pratiquer, puis c'est ça, ça a super bien été. Puis pour cette année, le but, évidemment, c'est de gagner comme tout le monde, d'être en avant. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler pour 2024. Et c'est sûr que ça joue du coude, mais il faut juste pas que tu laisses... faut que tu fasses ta place, faut pas que tu laisses la place aux autres. Puis justement, tu sais, à 15-16 ans, quand je suis arrivée en micro, j'étais gentille. Moi, tout le monde, c'est mes amis, mais sur la piste, il n'y a pas d'amis. Le but, c'est justement de finir en avant. Donc, c'est de jouer du coude, d'être intelligent à travers la course, puis de rapporter le plus de points possible à la fin. Le but, c'est vraiment de faire un trait d'union entre les générations de ceux qui ont connu Gilles et ceux qui ont juste entendu parler de Gilles, comme moi, les plus jeunes. Puis le but, c'est vraiment de rendre hommage à Gilles à chaque fois que je suis sur la piste. Donc, c'est pour ça que je course avec le numéro 27. Donc, encore une fois, quand je suis allée au circuit Gilles Villeneuve à Montréal en 2022, c'est super important pour moi, puis super une belle expérience. En plus, j'étais sur le circuit de Gilles, donc c'est ça. Donc, j'étudie en génie mécanique et technologie de l'informatique à l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai toujours été, depuis que j'ai commencé à être impliquée en voiture puis en kart, le côté mécanique, comment la voiture fonctionne, comment apporter plus de puissance à l'auto, etc., ça m'a vraiment accroché. Donc, depuis ce moment-là, j'étais comme, OK, je veux devenir ingénieur. Donc, au secondaire, j'ai travaillé fort pour justement sauter directement à l'université. Mon but ultime, ça serait de devenir ingénieur en sport automobile. Je disais avant, en Formule 1, là, j'irais plus peut-être en NASCAR. Je trouve ça aussi très intéressant. Donc, tout le côté derrière le pilote, toutes les heures passées de comment comprendre la voiture, comment mettre la voiture encore plus performante que l'autre voiture de ton concurrent, ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est ça. Être ingénieur, ça serait mon but ultime, puis c'est pour ça que je suis à l'Uni pour ça. Moi, je suis née avec un trouble développemental du langage. Puis, à travers les années, justement, en sport automobile, j'ai vraiment grandi en tant que personne, puis aussi amélioré avec mon trouble développemental du langage. Donc, au début que j'ai débuté en Nissan en 2020, je me cachais dans mon trailer pour pas parler, pour pas faire des entrevues. Là, maintenant, je demande aux gens de la série « Hey, c'est quand mon tour pour parler? C'est quand que je peux parler? » Donc, malgré mon TDL, au début, j'étais super gênée, j'avais peur que les gens me jugent. Puis, justement, le but d'être associée avec TDL Québec, c'était justement de faire... de montrer aux gens avec un TDL que c'est pas parce que tu as une différence que tu ne peux pas bien réussir dans la vie. Faut pas avoir peur de sa différence, faut juste l'accepter. Puis, c'est ça. Donc, moi, à travers le sport automobile, je montre que c'est pas parce que tu as un certain trouble d'apprentissage que tu peux pas bien réussir puis réaliser tes rêves. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu et je tiens à remercier toutes les télévisions qui ont participé à la réalisation de ce bulletin. À la prochaine!